Coucou et bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes. Dans ce 4e épisode, nous parlerons de l'idéalisation des souffrances. J'espère vraiment qu'il parlera au moins à certains d'entre vous parce que vraiment j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, alors que rien que dans mon entourage, j'en connais beaucoup qui font ça. En plus, je trouve qu'en parler, ça pourrait aider à l'assumer et à mieux gérer ce mécanisme. C'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, ça remonte à mon enfance jusqu'à maintenant. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je me l'avoue, je le vois, et je veux plus vraiment de ça dans ma vie. Qu'est-ce que la romantisation des sentiments ? La romantisation des sentiments est un mécanisme psychologique dans lequel une personne idéalise ses émotions, et souvent négatives, en les rendant plus belles, acceptables. Durant mon enfance, j'idéalisais beaucoup ma personnalité, je trouvais que j'étais différente et j'aimais ça. J'aimais ma façon de ne pas avoir peur d'aller vers les gens, j'aimais jouer, j'aimais faire connaissance et parler de plusieurs sujets. J'aimais choisir mon métier de rêve et imaginer ma vie d'adulte. Je me faisais des petites promesses d'enfant que même aujourd'hui je tiens. Je ne voulais pas être dictée par quelqu'un et je ne voulais pas avoir une vie ordinaire. Mais par-dessus tout ça, je ne voulais pas être adulte et encore moins une adulte malheureuse. Le problème, c'est que dans malheureuse, j'incluais les mauvaises choses. Je trouvais qu'il y avait des adultes autour de moi qui se plaignaient de tout et n'importe quoi et ça m'insupportait de voir qu'on pouvait être aussi chiant et ennuyant. C'est vraiment ces termes que j'employais. J'avais aussi une image de tout ce qui était contraire au bonheur, sourire, s'amuser, rire, comme quelque chose de très négatif. En fait, il suffisait que j'entende ou que je vois ce que je pensais être négatif et je l'ajoutais en quelque sorte dans cette liste des choses à ne pas être, faire ou penser. Et avec le temps, j'ai changé, j'ai oublié certaines habitudes que j'avais, c'est vrai, mais beaucoup sont restées en moi. En plus, j'ai toujours tenu des journaux intimes, des prises de notes, donc j'avais toujours mon moi enfant autour de moi. Tout ça m'a affectée jusqu'à maintenant dans ma relation avec mes sentiments. Parce que du coup, j'ai vécu des situations qui m'ont fait du mal, mais parce que je ne savais pas avoir mal comme il fallait, alors j'ai gardé beaucoup en moi. Et puis, j'ai surtout remarqué que j'idéalisais mes mauvaises expériences et émotions négatives. Quand il m'arrivait des trucs vraiment pas normaux, mauvais pour moi ou autres, eh bien, j'étais capable de le voir différemment. Autant je sais poser mes limites quand quelque chose ne me plaît pas, je peux être très sensible même, mais pour ces situations à ne vraiment pas accepter, je ne sais pas comment, mais j'arrivais à rendre ça poétique. Comme quand on assiste à un film et qu'au final, même si le personnage y vit beaucoup de phases négatives, voire traumatisantes, on finit par se dire qu'il a une belle histoire et que ça finit bien. Alors oui, effectivement, il y a des choses qu'il vaut mieux romantiser, idéaliser ou voir autrement, comme la perte de soi, une opportunité pour refaire connaissance avec soi, ou encore ne pas se concentrer que sur nos défauts, mais plutôt sur l'ensemble de notre personnalité, nos apprentissages et notre parcours. On peut aussi ne pas toujours voir la fin de quelque chose, d'une relation par exemple, comme une fatalité, mais plutôt comme une nouvelle porte qui s'ouvre à nous. Je suis d'accord, ça aide et c'est important. La vie n'est pas toujours simple et elle a besoin de changements, de tri pour évoluer et nous faire évoluer. Cependant, c'est à nous aussi de vouloir apprendre, grandir et accepter ce qu'on vit. Mais qui a dit que toutes ces choses sont forcément négatives ? C'est vrai, est-ce que pleurer c'est mauvais ? Est-ce qu'il arrive qu'on pleure de joie aussi ? Enfin voilà, c'est pas toujours signe qu'il se passe quelque chose de triste ou de mauvais. Mais bon, il m'a fallu grandir et expérimenter certaines choses pour comprendre que ces adultes n'étaient pas forcément négatifs et qu'ils s'exprimaient juste. Ou bien qu'ils se plaignaient mais avec l'objectif d'améliorer la situation justement. Et puis petit à petit, j'ai aussi pas eu le choix que de rencontrer des moments de haut et bas où tout n'était pas rose. Grâce à ça, j'ai appris à normaliser le fait de ne pas toujours être souriante, heureuse ou amusée. Le problème, c'est qu'en grandissant, il ne s'agit plus que d'accepter quelques mauvais moments. Il s'agit aussi de définir ce qui est mauvais pour nous, ce qui n'est pas acceptable. Et c'est là que les choses compliquent parce que poétiser ses souffrances, c'est parfois ne pas réussir à poser des limites. Alors, comment peut-on se rendre compte que l'on poétise ses souffrances ? Après beaucoup de réflexion et d'analyse de certains schémas qui se répétaient dans ma vie, notamment dans mes relations amoureuses, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Et surtout que ça venait de moi, parce que c'était pas possible que ça puisse toujours venir d'un élément extérieur ou d'un élément hors de mon contrôle finalement. Donc déjà, je dirais que prendre conscience que parfois ça peut venir de nous-mêmes, c'est déjà une bonne façon de se remettre en question. Moi, je pars du principe que ce qui nous arrive vient toujours de nous, puisqu'on a le libre arbitre. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour le savoir, même si certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ça. J'ai compris que si j'avais laissé certaines situations réellement mauvaises arriver, c'était tout simplement parce que je les autorisais. Je sais que je les ai poétisées et que c'est à cause de ça qu'ils me sont arrivés.
Je prenais du temps à me sortir de ces moments difficiles et à prendre une réelle décision, même si mon intuition me disait de partir ou de ne plus accepter ceci ou de ne pas retourner là-bas. Enfin bref, peu importe le contexte. Le fait est que agir pour quitter ce mauvais environnement prenait beaucoup plus de temps. Je me suis posé plusieurs questions, mais cette fois-ci j'ai su les répondre correctement. Je me suis demandé pourquoi je me mettais dans des situations qui n'étaient pas en accord avec moi. Pourquoi je laissais certaines choses alors que je connais mes limites et que je sais les exprimer. Pourquoi je restais alors que je voulais partir, ou encore pourquoi j'attirais le même genre de personnes. D'ailleurs, il existe des gens qui idéalisent les bons sentiments, mais c'est aussi à ne pas faire sans modération. Pour ma part, c'est plutôt les négatifs que j'idéalise. En ayant ce mécanisme, on peut avoir tendance à accepter facilement certaines choses et à adapter nos ressentis face à la situation. Sachant qu'il n'y a rien de bien fait dans ce genre de fonctionnement, puisqu'il s'agit de ne pas être totalement honnête et respectueux envers ses valeurs. Alors qu'une personne honnête avec elle-même pensera à elle et aura confiance en elle avant de faire confiance à ce qui s'est passé. Par exemple, il fut un temps où j'étais dans une relation amoureuse où je n'ai pas respecté mes besoins et mes limites. Je ne donnerai pas trop de détails de cette relation parce que elle était au-delà de ma façon de la gérer, mais je peux vous dire que parfois une relation devient néfaste à cause de notre façon de gérer nos émotions. Ce couple m'a montré à quel point j'étais capable de poétiser des choses vraiment pas belles et surtout très éprouvantes. Et tout ça venait de moi, parce que j'étais libre de ne pas accepter tout ça. Je ne veux pas mettre la faute uniquement sur moi quand je dis ça, je veux juste faire comprendre que se remettre en question et avouer nos torts, c'est bien aussi, tant qu'on ne rentre pas dans un déni. Il est clair que dans une relation à deux, les deux ont leur part de responsabilité. Mais dans celle-ci, j'ai passé mon temps à romantiser la chose et à me protéger de cette façon. J'ai aussi cru pendant longtemps qu'être seule était ce qu'il fallait pour accomplir dans la vie. À cause de cette façon de penser, je pouvais auto-saboter une relation amoureuse ou même celle que j'ai avec mes parents. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je n'arrive pas à vouloir être en couple ou à accepter d'être aidée par mes parents. Ça m'a fait traverser des périodes difficiles et maintenant je sais qu'en fait, c'est parce que je romantisais ça, d'être seule et galérer. Sauf que poétiser la solitude, c'est ne pas écouter ses besoins aussi, et c'est couper des liens importants. Ça, je m'en suis rendu compte cette année, et en me concentrant sur ce podcast, ce sujet, ça m'a pris énormément de périodes de vulnérabilité et de besoins profonds. Ça m'a pris toutes les fois où j'ai eu besoin de soutien, d'être rassurée, et je ne sais pas combien de fois j'ai eu cette nécessité. Ça m'a pris 23 ans pour comprendre que j'étais dans une illusion sur presque toute ma vie, tous mes choix, tous mes malheurs. Embrasser les sentiments dits négatifs, c'est avoir de la compassion pour soi. Et donc ça permet de comprendre quels sont nos critères, nos réactions et ce qui ne nous convient plus. Si tu as tendance à tout faire paraître beau, finalement tu n'es pas équilibré. Et puis ça peut retarder une décision à prendre et te donner des regrets. Quelles que soient les émotions ressenties, il faut les comprendre avant de les transformer. Mais qu'est-ce qui déclenche ce système ? Je pense que c'est souvent lié à un traumatisme dans l'enfance et que c'est une sorte de mécanisme de défense ou de protection aussi. La plupart des personnes qui, je pense, ont tendance à l'utiliser, c'est des gens qui n'ont pas eu le droit d'avoir mal ou d'exprimer leur douleur. Pour ma part, je crois que c'est dû au fait que, enfant, je ne pouvais pas vraiment m'exprimer et j'ai été très tôt éduquée à écouter et obéir selon moi. Et puis quand j'étais en âge de parler, m'exprimer correctement et comprendre un peu plus les choses, j'ai immédiatement assimilé mes souffrances ou mauvais ressentis comme quelque chose de chiant et ennuyeux. Donc en gros, j'ai pas vraiment pu m'en sortir rapidement. Maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à qui je suis, mon vécu et ma façon d'interpréter et réagir. J'ai pas ressenti ce besoin pendant bien trop longtemps et je pense qu'à cause de ça, j'ai eu beaucoup de moments d'impuissance face à ce qui s'était déjà passé. Je dis impuissance parce que c'est pas évident de s'avouer qu'on a une part de responsabilité dans ce processus. Maintenant, je peux dire que j'arrive à ne plus poétiser ce qui ne va pas avec mes besoins, mes envies et ma motivation. J'écoute d'abord mes émotions, mes réactions, et ce n'est qu'après ça que je déciderai si c'est acceptable ou pas acceptable. Et surtout, j'essaie de ne pas me prendre pour acquise et de vivre l'instant présent. Alors, comment y remédier ? Il m'a fallu vivre d'autres expériences difficiles, vouloir changer et écouter mes besoins pour vouloir guérir.
Une pause personnelle, une perte de moi-même, un voyage dans le temps, dans l'enfance, et vouloir une vie meilleure. Reconnaître les schémas répétitifs comme je mentionnais avant, c'est une des façons de remédier, car ça engage de prendre des mesures. Ça permet aussi de voir un peu à quel moment, avec qui ou comment on va utiliser ce mécanisme psychologique. Voir un psychologue aussi m'a beaucoup aidé et surtout à parler sans réfléchir et à dire des mots objectifs sur ce que je ressens. Je n'en ai vu qu'une pendant 3 séances, mais durant ces 3 séances, j'ai remarqué que je n'avais aucune honte à dire « je n'aime pas ça, je ne veux plus ceci, je vis ça et ça m'affecte ». Et je trouve que parler à voix haute peut être très utile. Alors qu'avec mes proches, je vais leur dire « il m'arrive ça, mais tout va bien, je gère et je vais m'en sortir ». Et c'est pas un manque de confiance en mes proches, mais je veux éviter d'être chiante en fait. Je le précise parce que parfois on a l'impression que s'ouvrir à nos amis c'est suffisant, et peut-être pas. Alors qu'avec un professionnel on peut s'exprimer différemment et être plus ouvert à parler. Tout dépend de vous, mais en tout cas moi, je sais que je suis plus sincère sur ce que je ressens avec un professionnel plutôt qu'avec mes amis. Et je précise aussi que mes amis me connaissent et je peux être moi-même avec eux. Ça n'a rien à voir avec la qualité de mes relations amicales, bien au contraire. Être honnête avec soi, c'est non seulement reconnaître ses sentiments censés être négatifs, mais aussi chercher à comprendre pourquoi on les a vus ainsi. L'avantage d'un professionnel ou un ami très proche, c'est qu'ils ont un regard extérieur et objectif. Et le professionnel, il a encore plus de capacité à poser les bonnes questions et à chercher au bon endroit. Bien souvent, c'est des conséquences d'un vécu passé, comme je disais, et donc c'est pas forcément irréversible. Maintenant, pour changer ça, il faut faire un grand pas vers l'acceptation de soi, de ses sentiments, de ses réactions et de son vécu tels qu'ils sont. Concernant cette relation passée, j'ai pris beaucoup de temps à accepter que j'avais vécu ça. C'était dur pour moi d'admettre que j'avais pu être aussi illusionnée. J'ai pris 2 ans à accepter rien que ça. Mais aujourd'hui, je l'accepte. Je ne suis pas fière de ça. Mais je suis fière de moi parce que je ne suis plus dans cette histoire. Et je trouve que c'est ça l'essentiel. Poétiser ses souffrances peut être aussi bénéfique, nécessaire pour avoir une force et surpasser une mauvaise phase, tout comme elle est néfaste dans certaines situations où c'est justement important de reconnaître que c'était mauvais pour nous, ou bien juste éprouvant. Il faut savoir équilibrer, et c'est pas toujours facile, je le sais, mais c'est ça qui rend la vie plus facile à vivre. Être seule volontairement et vivre des périodes difficiles à cause de ça, c'était très compliqué pour moi de voir d'admettre que ça pouvait provenir de moi-même en fait. Ça m'a permis beaucoup d'apprentissage, c'est vrai, mais surtout beaucoup de souffrance et de non-respect envers moi. Avoir besoin de soutien et ne pas pouvoir se l'avouer m'a coûté beaucoup de temps et d'énergie, et malheureusement ça sera la romantisation la plus dure à arrêter pour moi. Mais je suis sûre qu'il y a une raison pour laquelle je pense encore un peu comme ça et je veux vraiment guérir ça. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que voir un professionnel peut être d'une grande aide, tant dans l'expression honnête comme dans l'analyse et la compréhension de notre personnalité. Écrire aussi est un bon moyen. Moi j'écris beaucoup et lorsque je commence à écrire je ne réfléchis pas et généralement je suis sincère. Mais dans ma tête c'est beaucoup moins facile à faire. L'introspection reste très efficace et importante pour ce genre de choses. Même pour en parler à un proche ou un professionnel, je trouve que prendre note de ce qu'on sait déjà sur nous, ça rend l'expression... ça va être plus facile à s'exprimer quoi. Personnellement, c'est grâce à mes prises de notes que je pense que mes 3 petites séances ont été assez pour me rendre compte de beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Quand je dis écrire, je parle d'écrire sans réfléchir. Mais si vous n'aimez pas trop ça ou que vous n'avez pas trop le temps, il existe des méthodes plus simples. Par exemple, écrire les émotions ressenties par semaine ou par mois, comme ce que je vous disais dans l'épisode « Tu as confiance en toi ». D'ailleurs, quelle que soit la méthode choisie, ça permet aussi de développer l'empathie pour soi, et ça c'est vraiment bien pour gérer un peu la poétisation des souffrances. Je peux vous faire un podcast sur ma façon d'écrire ce que je ressens. Il ne faut pas avoir peur de ce que l'on ressent ou de ce qu'on écrit, si c'est quelque chose que tu as du mal à te dire. J'ai vécu quelques moments difficiles, voire traumatisants, et j'ai quand même pas eu l'impression qu'il y avait un souci. Je poétisais tellement tout ça que c'était compliqué pour moi d'accepter que le problème pouvait provenir de moi. Il m'a fallu tout un parcours et une volonté profonde de changement pour comprendre. C'est pas un choix facile à prendre de vouloir changer les choses, ça implique vraiment tout un tas de paramètres.
c'est remettre sa vie en pause et revoir un peu ce qui doit être différent et pourquoi. C'est se poser des questions très dures à répondre, pas seulement parce qu'elles sont complexes, mais parce que parfois répondre honnêtement n'est pas aussi facile. Parfois c'est revoir des moments désagréables, de honte ou de tristesse. C'est se sentir mal de s'avouer certaines choses et c'est ne plus pouvoir changer ce qui s'est déjà produit. Changer son état d'esprit, ça demande beaucoup d'énergie et de croire en ses capacités, mais c'est possible. On remet toute sa vie en question par moments et on découvre une autre facette de soi. Et plus le processus est long, plus on se rapproche de nous-mêmes. Ça fait peur de se rapprocher autant de nous, mais c'est tellement libérateur. Et il faut toujours se rappeler et reconnaître qu'on est humain, pas parfait. Je voudrais terminer ce podcast en vous souhaitant de vouloir vous améliorer et vous faire confiance. Écoutez votre intuition et ne soyez pas pressé ou dur avec vous-même. Demandez de l'aide, profitez des avantages que nous avons ici en France, d'avoir droit à un psychologue pour vous aider. Il m'a suffi d'avoir 3 séances de 1 heure pour entendre des questions que je n'avais jamais osé répondre, notamment celles liées à l'enfance ou notre perception de notre vie. Prenez soin de vous et faites comme vous pouvez. N'essayez pas d'aller plus vite, essayez juste d'être présent pour vous. Mettez-vous avant les autres et vous verrez comment même ces choses qui font peur sont nécessaires. Négliger ces sentiments, les idéaliser ou les ignorer, ne t'aideront pas à surpasser tout et n'importe quoi. Bien au contraire, l'introspection et la réflexion sont aussi là pour mettre des mots, des phrases sur ce que tu ressens et expérimente. Et ces mots ne seront pas toujours aussi beaux et c'est normal. Je vais terminer avec ça et je vous dis à lundi pour un prochain épisode. Gros bisous.